bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. La semaine de la peur, une attaque dans une maison à Kawon, à Kaolack qui fait un mort. Un jeune ressortissant américain atrocement tué par des cambrioleurs selon toute vraisemblance. Quelques jours avant, dans la région de Kolda, une femme a été retrouvée morte, décapitée. Et puis le Garci, une unité d'élite de la gendarmerie sénégalaise qui essuie des tirs d'hommes armés. Cela s'est passé aux abords du village de Gotiari, à la frontière malienne. C'était dans la nuit de mercredi dernier. Sommes-nous en sécurité? Bonjour, c'est Dougué. Bonjour, Babacar. La question, elle est légitime, n'est-ce pas? Oui, une question relative à la sécurité est toujours une question légitime. Et c'est de la responsabilité de l'État de la garantir à tous les citoyens. Je voulais m'associer aux condoléances qui ont été présentées aux familles des différentes victimes dont vous avez fait l'énumération tout à l'heure, mais également rassurer, puisque vous entrez dans le thème en annonçant la peur. Non, on ne doit pas avoir peur. La peur doit être du côté de ceux qui sont les malfaiteurs. L'État a pris toutes les dispositions. La question de la sécurité dans notre pays est une question centrale, une question prioritaire. Au-delà même des situations que vous évoquez, la sécurité à l'intérieur du pays et à nos frontières est prise en charge par les politiques menées par le président Macky Sall à travers le renforcement de l'équipement de nos forces de sécurité, l'événement qui concerne le Garci, si vous avez toutes les données, c'est quelque chose qui s'est passé à près de 450 kilomètres. Puisque la zone est pratiquement une zone qu'on pouvait considérer comme un village malien. Et entre-temps, les politiques publiques comme le Puma, le dispositif qui a été mis en place a montré toute son efficacité. Et souvenez-vous, il y a peut-être 4-5 ans, on avait eu la même préoccupation autour de Matam. Et nos forces de sécurité avaient poursuivi les malfaiteurs et qui ont fini par se disperser dans la nature. Ça prouve une chose, que cette question est prise de la manière la plus sérieuse. Et ça montre également que le dispositif de sécurité mis en place au Sénégal est opérationnel. Maintenant, la question de la sécurité par rapport au djihadisme, par rapport au terrorisme et par rapport à ce qui se passe est une préoccupation centrale. Et ça justifie que nous soyons tous tendus vers cette direction. Ce ne doit pas être un sujet à polémique, puisque pour les pays qui sont dans l'épicentre de ces agressions terroristes, c'est pratiquement la totalité de leurs ressources qui sont dédiées à la sécurité. Des pays qui sont dans l'œil du cyclone consacrent un quart de leur budget. Et si tel était le cas dans notre pays, on en serait à au moins 1000 milliards par année. Et dans ces conditions-là, il n'y aura plus de politique sociale, il n'y aura plus d'investissement sur les bourses de sécurité familiale, sur la couverture maladie universelle, sur toutes ces politiques sociales que les Sénégalais apprécient et qui sont des politiques qui arrivent à point par rapport aux difficultés. Oui, il y a toujours des menaces nouvelles, il y a toujours ces questions-là qu'il faut prendre en charge avec responsabilité. Ce qui s'est passé à cette frontière sénégalo-malienne contre le Garci, c'était un acte terroriste? Pour l'instant, je n'ai pas d'informations là-dessus. Ça peut être un acte terroriste comme un acte de grand banditisme, dans l'un ou dans l'autre des cas. Ce qui importe, c'est de s'assurer que le dispositif est en place et qu'il est opérationnel et efficace. Et dans le cas d'espèce, c'est la première leçon à en tirer, au-delà de l'alerte que ça peut constituer, pour qu'on ait une claire conscience et une pleine conscience des défis sécuritaires de notre sous-région. Quand on regarde le communiqué du haut commandement de la gendarmerie sénégalaise sur les tirs contre le Garci mercredi dernier, on voit que les assaillants ont utilisé des étuis de calibre 7,62 cm qui ont été ramassés, ainsi que des fragments de poignées de fusil AK-47. L'intrigue, ce qui s'est passé à la frontière d'un pays qui s'appelle le Mali, confronté à une grosse insécurité dans une bonne partie de son territoire. Bien sûr. On ne se voile pas la face, le terrorisme. C'est pour ça que dans ce village sénégalais... On a raison d'être préoccupé, puisque les rationalités des gens qui sont engagés dans le terrorisme nous confrontent à des
risques nouveaux. Et si vous considérez que suite à ce qui s'est passé un peu en Afrique dans le Nord avec la Libye, il y a une circulation mais incompréhensible et inacceptable d'armes légères. Donc plus on avance, plus les stratégies seront élaborées. C'est ce qui justifie le fait que le gouvernement du Sénégal et le président Macky Sall aient posé cela comme une question centrale, puisque ces questions-là plombent le développement des pays. Je l'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes obligé d'investir un quart de vos ressources pour des questions de sécurité, mais vous ne pouvez plus disposer de moyens supplémentaires pour développer les politiques qui vont aider les populations à s'en sortir, se vêtir, se manger, aller à l'école et autres. Donc c'est une question préoccupante et le Sénégal le prend très très au sérieux. Notre système de sécurité est assez éprouvé. Il est entre les mains d'hommes et de femmes aguerris, bien formés et qui ont le sens de la défense de la nation et de la garantie de la stabilité dans notre pays. Ils ont leurs procédures par lesquelles ils terminent, ils enquêtent, ils font des investigations et ils prennent les dispositions. Les forces de défense et de sécurité du Sénégal sont des hommes et femmes bien formés. Ce qui le prouve, c'est notre contribution dans les missions de maintien de la paix, mais également dans des zones de combat. Aujourd'hui, au Mali, on a une présence qui est assez importante. Le terrorisme, le thème de la dernière rentrée solennelle des cours et tribunaux, la justice. Guy Marius Sagna, maintenu en prison. Le célèbre activiste, membre fondateur du collectif No Lank, a vu sa demande de liberté provisoire rejetée mardi dernier par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar, alors que ces 8 co-prévenus ont été tous libérés, tous pourtant inculpés pour le même motif, une tentative de manifester devant le palais présidentiel pour dénoncer les nouveaux tarifs de l'électricité. Une injustice sur le cas Guy Marius Sagna. C'est ce que vous pensez ? C'est une question. Moi, je ne le pense pas. Ce n'est pas une injustice. C'est juste qu'il faut respecter la justice de notre pays, qui décide en toute liberté et sur la base de ce qui constitue l'ensemble des prescriptions quand un dossier est sur la table d'un juge. Un examen des faits, l'application des dispositions pertinentes On sait que du code. Toutes les dissertations sur le fonctionnement de la justice sont parfois très loin de comment les ficelles sont tirées dans nos pays. Moi, j'ai un rapport positif avec la justice. Je ne suis pas dans la catégorie de ceux qui exercent une suspicion sur la justice. Je pense que se rapporter à la justice dans un état de droit, c'est respecter ce pouvoir en tant que tel. Opposant, vous aviez toujours dénoncé une instrumentalisation de la justice par le pouvoir politique. Non, je ne le pense pas. Moi, j'ai toujours dénoncé ce qui me semble une injustice quand il n'y a pas le respect des droits de la défense. J'ai toujours dénoncé l'injustice quand elle porte sur une mauvaise qualification des faits en cause. Ce qui me préoccupe, c'est d'exercer convenablement mes droits en tant que prévenu et d'accepter l'autorité de la justice, puisque dans un régime démocratique, la justice est la seule institution habilitée à trancher les conflits entre les citoyens ou les conflits entre les citoyens et les institutions. Or, ce respect-là, il n'y a plus d'état de droit. Et il faut considérer que la justice de notre pays est entre les mains d'hommes et de femmes de vertu. Par contre, vous pouvez accepter au moins que manifester une position contre le pouvoir ne doit pas correspondre à une défiance du pouvoir. Puisque, objectivement, venir s'agripper aux grilles du palais, qui est un domaine militaire, ça, il faut que les gens le sachent. Dans un autre pays, ça aurait pu mal tourner ou tourner autrement. Et je pense que cela, il faut le prendre en compte dans l'appréciation que nous pouvons donner. Maintenant, qu'il s'agisse d'un dossier ou des prévenus le ou des palais est un domaine militaire, c'est un domaine militaire. C'est comme ça. Les libertés sous la présidence Macky Sall, Seydou Gueye, quand on va jusqu'à arrêter des personnes qui distribuent des tracts dans la rue et les placer en garde à vue. Ça peut s'apprécier de plusieurs façons.
On n'est pas en deçà des standards de la démocratie, là? Je pense qu'il ne faut pas tomber... de prospectus. Je pense, Babacar, si on veut parler clairement et de façon utile aux Sénégalais, il ne faut pas tomber dans ce que j'appelle les avatars de la démocratie. C'est-à-dire, je ne pense qu'il ne faut pas abuser de ce que je peux considérer comme un abus de liberté. Et la démocratie, ce n'est pas uniquement de la liberté. La démocratie, c'est autre chose. On parle là de distribution de feuilles volantes. Non, je veux parler d'autre chose. La démocratie, c'est d'abord l'acceptation, en termes éthiques, de règles qui l'organisent à 3 niveaux. Au niveau de la règle de la majorité et d'une opposition. Et je crois que dans notre pays, nous sommes aguerris et bien ordonnés pour accepter les différentes missions d'un pouvoir et d'une opposition qui s'exercent en toute liberté. La démocratie aussi, c'est le respect de la décision souveraine du peuple. Et il y a moins d'1 an, le peuple sénégalais a fait un choix en réalisant le président Macky Sall à plus de 58%. Charge à lui maintenant. Il y a 12 mois. De mettre en œuvre. Qu'est-ce que les choses peuvent changer entre-temps? Les postures, les opinions. Il a la préoccupation. Sur ce président réélu. Il a Attention, la préoccupation. C'est pas figé. Hein, c'est pas figé. Il a la préoccupation de mettre en œuvre ce pourquoi il a été élu, qui s'appelle le programme Liggéeyal Ëllëg. Et je pense que les Sénégalais sont suffisamment cohérents et conséquents pour ne pas changer de décision en si peu de temps. Au contraire, ce que je perçois dans mon contact et mon rapport avec les Sénégalais, c'est cet espoir qu'ils ont de voir se résoudre les problèmes d'accès à l'électricité, d'accès à l'eau, d'accès à la mobilité collective, d'avoir un pays propre, de voir le Sénégal dégagé de ses bidonvilles. Ils ont envie, les jeunes, que les promesses du PSE Jeunes se réalisent autour de la formation, de la qualification et de l'emploi. Les femmes, elles ont besoin et elles attendent que leur autonomisation avance davantage pour accéder au financement, à des services non financiers, pour entreprendre. Ils ont envie de voir un pays reverdir. Ils ont envie de voir de l'industrialisation. Tout ce beau monde-là, la plupart, ils ont attendu 7 ans, bientôt 8 ans de présidence de Macky Sall et ils ne voient pas encore le bout du tunnel. Mais Babacar, si vous vivez dans le même pays que les Sénégalais dont on parle, et moi-même, vous pouvez au moins concéder une chose, c'est que sur la durée des 7 années, beaucoup de progrès ont été accomplis au titre de la justice sociale, puisque l'un des objectifs du président Macky Sall, c'est de vaincre les injustices sociales. Et à ce titre, une série de programmes ont été mis en œuvre au profit des Sénégalais. J'ai évoqué tout à l'heure ce qui concernait les bourses de sécurité familiale. Qu'on y attache de l'importance ou pas, au final, ce qui compte, c'est que ça règle beaucoup de problèmes dans des ménages qui en ont besoin. Peut-être que tu n'en as pas besoin, moi non plus. Mais c'est important d'avoir cette somme. L'accès à la santé, nous sommes en train d'évoluer. Passer de 20% de taux de couverture à près de 50%. Avec la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Il reste bien sûr d'autres problèmes en matière de prestations, avec les urgences, avec la prise en charge à l'hôpital, mais c'est des questions qui sont en train d'être adressées et qui seront réglées. Sur la période, les Sénégalais peuvent constater que, au titre du coût de la vie, il y a eu une stabilité permanente sur les prix, notamment des denrées de grande consommation, l'huile, le riz, le sucre et bien d'autres choses. Et par ailleurs, il y a eu un enrichissement dans le monde rural, avec le développement de la production risicole, avec le développement de l'exportation sur les produits maraîchers. Il s'est passé énormément de choses positives pour les Sénégalais. Ça, au moins, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, puisque c'est ça. Ce sont des chiffres que vous donnez souvent, et pour des experts, souvent, ce sont des chiffres maquillés. Vous évoquez les prix de l'électricité, par exemple. La présidence de la République, dont vous êtes le chargé de la communication, ministre chargé de la communication, la présidence avait fait savoir il y a quelques petites semaines que le chef de l'État a engagé un cabinet privé pour étudier une possible nouvelle baisse de la tarification sur les factures d'électricité au plus tard au mois de juin.
Où en êtes-vous? Moi, je n'ai pas vu ce communiqué. Ce que je sais sur l'électricité, c'est qu'il y a un réajustement tarifaire qui a entraîné une hausse sur certaines catégories de clients et de consommateurs de la Sénélec. Mais pour l'essentiel, c'est-à-dire plus de 600 000 ménages abonnés à la Sénélec, y compris ceux qui passent par la procédure du Woyofal, ce réajustement tarifaire n'entraîne pas de hausse pour 600 000 consommateurs. Pour l'autre catégorie, qui est au-delà de 25 000 et en deçà peut-être de 100 000, l'impact de ce réajustement tarifaire est de 6%. C'est-à-dire en termes concrets, il ne sera pas au-delà de 1 200 francs par bimestre. L'impact maintenant de ce réajustement concerne des gens peut-être comme vous ou comme moi, qui sont à des niveaux de facture bimestrielle de plus de 300 000 francs. C'est ça la réalité objective. Maintenant, nous sommes dans un pays unitaire, avec des citoyens qui ont le même rang et la même dignité. Je crois qu'on peut accepter, du point de vue moral, qu'on ait la préoccupation d'aider d'autres Sénégalais à accéder à l'électricité plutôt que de continuer un système qui n'est pas égalitaire, puisque la subvention, elle est au profit de ceux qui ont de l'électricité, d'autres qui n'en ont pas, mais ne bénéficient pas de la subvention. Et on met à peu près 500 millions, on a mis plus de 500 millions, 500 milliards au titre de la subvention, alors que boucler le projet de l'accès universel à l'électricité, il nous faut 600 milliards. Donc en termes de choix rationnels, il est plus juste et plus pertinent de consacrer l'effort pour régler deux problèmes. Celui de la fourniture correcte, c'est-à-dire en quantité et en qualité d'électricité, y compris dans le monde rural, et celui d'une mise en œuvre d'un dispositif qui est au profit de l'ensemble des Sénégalais. Donc, la perspective la plus objective de reparler d'une baisse de l'électricité, à mon sens, elle est toujours en vue, mais elle ne peut être opérationnelle que quand effectivement nous accéderons à des carburants ou des combustibles moins chers sur le marché, c'est-à-dire le gaz. Macky Sall, qui, toujours sur le plan social, a demandé au gouvernement, notamment au ministre de l'Éducation, c'était d'ailleurs lors de la réunion du Conseil des ministres mercredi dernier, il a demandé à négocier avec les syndicats de l'enseignement qui ont perturbé les cours cette semaine par des arrêts de travail, des syndicats qui ont ensuite tenu une manifestation de protestation à Dakar pour dénoncer le non-respect par le gouvernement des accords d'avril 2018. Alors quand le président demande à négocier avec eux, cela veut dire négocier sur des accords déjà signés, résultat de négociations antérieures? Il s'agisse de négociations, je pense qu'il s'agit de poursuivre le dialogue, puisqu'on a dépassé l'époque de la négociation, puisqu'à l'issue de celle-ci, il y a eu une plateforme qui a consigné les différents points, et ce sont ces points qui font l'objet d'un monitoring. Sur une période, il y a eu un flottement, mais le monitoring a repris depuis octobre 2019. Ce qu'il dénonce, c'est une faible mise en œuvre plutôt du protocole, malgré la reprise de ça. Ce qu'il dénonce, c'est le retard dans le processus de dématérialisation, et ils sont en train de revendiquer également la création du corps des administrateurs scolaires et la mise en place d'un nouveau système de rémunération. Et il pose également le problème des passerelles. Donc il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que ça. L'augmentation de l'indemnité de logement, le régime indemnitaire je vais faire pour le plus point d'équité dans les indemnités des fonctionnaires. Alors ça procède d'une revue totale du système de rémunération, puisque ce système a la particularité suivante, de distribuer des indemnités de façon unique pour les mêmes catégories. Donc il y a une telle disparité qu'il était utile et important de remettre à plat ce système et de le revoir globalement. Ça, au moins, sur le plan des discussions en termes de monitoring, les syndicats d'enseignants, notamment ceux du G7, puisqu'il faut bien préciser les choses, autour de la table de la négociation, il y a le G7, qui est le groupe constitué à l'issue des élections de représentativité. Et dans ce cadre-là,
les accords consignés, pour ceux qui portent par exemple sur l'accélération des procédures de dématérialisation. Il y a eu l'installation des guichets uniques pour éviter la reconstitution du stock, pour traiter les dossiers. Oui, il y a eu les opérations. Ces éternelles lenteurs administratives. Il y a les opérations. Il y a les opérations coup de poing qui ont été mises en œuvre, mais il y a surtout l'allègement des procédures, notamment en matière de pièces à fournir pour enrôler les sortants et valider les sortants en fait des centres de formation. Et en plus de ça, il y a eu la mise en place d'un système d'information qui renseigne sur le traitement des dossiers rejetés. Pour ce qui est de la dimension un peu budgétaire ou financière, à fin juillet 2019, au titre des rappels, l'État a sorti plus de 26 milliards. Au total, sur les revendications, les accords à portée budgétaire, le taux d'exécution est à plus de 52%. Pour ce qui est des mises en solde, il y a eu 5,29 milliards de mises en solde et qui concernent 3191 professeurs et maîtres. L'indemnité de logement, elle est en vigueur depuis janvier 2019 parce qu'il s'agissait d'augmenter, passer de 60 000 à 100 000 francs. Les prêts DMC aussi. Non, je vais y venir. Les conventions de prêt, sur un total de 12 milliards, il y a eu 5 milliards, près de 5 milliards qui ont été exécutés, compte non tenu des zones d'aménagement, de cantines et autres, au profit des enseignants. Donc, ce qu'il importe de dire, c'est qu'il faut appeler à un sens des responsabilités. Il faut appeler à un sens des responsabilités. Et l'État s'engage sur la base de ce qu'il est possible de faire du point de vue budgétaire. Maintenant, on a une tradition dans notre pays d'aller en grève. Voilà, mais c'est un droit. Mais l'État fait face. Le ministre en charge du suivi du PSE, Cheikh Kanté, médiateur dans ce bras de fer, il les a reçus, en tout cas les syndicats, ce samedi pour désamorcer la crise. La campagne de commercialisation de l'arachide maintenant. Si les paysans sont parvenus à écouler la marchandise auprès d'étrangers, notamment d'acheteurs chinois, on va sans doute en être à 200 000 tonnes exportées bientôt. Les huiliers locaux n'ont pas pu trouver les quantités escomptées. La Sonacos va avoir du mal à atteindre son objectif de collecte de 150 000 tonnes. La Copéol, la compagnie d'exploitation des oléagineux, parle de campagne catastrophique. Assiste-t-on à la pire campagne arachidière depuis que Macky Sall est président de la République? Je pense que la campagne se déroule très très bien. Vous avez évoqué maintenant le niveau des exportations, près de 200 000 tonnes. Mais il faut savoir qu'au prix du kilogramme d'arachide, ça correspond à 100 milliards qui ont été investis et injectés dans le monde rural, sans l'intervention de l'État. Maintenant, en termes de régulation, nous avons le problème de l'approvisionnement de nos huiliers locaux pour la Sonacos. Aujourd'hui, elle a en stock plus de 15 000 tonnes. Et son objectif, objectivement, 10% de son objectif, c'est 50 000 tonnes. Une campagne qui va se terminer le 31 janvier. Il faut comprendre que la Sonacos n'a jamais traité plus de 50 000 tonnes. Elle en a à disposition 15 000 et elle va s'approvisionner sur le marché. Aujourd'hui, il se passe une bonne nouvelle pour les agriculteurs. Ils ne sont plus obligés de vendre au premier venant. Ils vendent au meilleur coût, puisqu'il y a un prix plancher de 210 francs de kilogramme. Ils ne sont plus obligés de brader leur production. Ça, c'est un fait nouveau qui est arrivé avec le régime du président Macky Sall. Et de la même manière, Babacar, la mauvaise campagne agricole, habituellement, elle était emblématique parce qu'on parlait de bons impayés. Avec l'arrivée du président Macky Sall, on n'entend plus parler de bons impayés. C'est ça la réalité objective, si on veut parler du pays dans lequel nous vivons tous, qui est le Sénégal. Alors, l'autre inquiétude sur l'arachide, c'est justement les paysans, avec la présence d'acheteurs étrangers.
On va tout vendre. On risque de gruger un peu le capital semencier. Non, on ne va pas tout vendre, puisque le capital semencier a été reconstitué. À l'arrivée du président Macky Sall, on était autour de 6 000 tonnes de semences certifiées. Aujourd'hui, on est au-delà de 70 000 tonnes de semences certifiées. Et le nouveau problème qu'on va affronter, c'est la coexistence de semences certifiées et de semences écrémées. Voilà. L'arachide au Sénégal se développe très très bien. Nous avons atteint des niveaux de production très élevés. Et notre production, aujourd'hui, dépasse les besoins en consommation d'un point de vue local. Entre ce qu'on stocke en tant que producteur, ce qu'on stocke pour sa propre consommation, ce qu'on stocke pour le capital semencier et ce qu'on met à la disposition du marché, il y a des arbitrages judiciaires objectifs que font les paysans sur la base de cette avancée importante qui est le prix plancher garanti qui leur permet de vendre aujourd'hui sans être dans la précipitation, et ils attendent les situations les plus favorables pour pouvoir adresser le marché avec leur production. Le président de la République qui va reprendre ses tournées dites économiques dans quelques semaines, il faudra d'abord évaluer les précédentes, évaluer aussi les conseils des ministres décentralisés. Vous êtes à quel niveau d'exécution des décisions qui avaient été annoncées? Mais dans certaines régions qui ont accueilli les conseils des ministres délocalisés, nous sommes à des taux de réalisation qui dépassent même ce qui a été convenu. Dans d'autres, nous sommes en moyenne autour de 75 à 80% de réalisation. Puisque ce qu'il s'est passé, la mise en œuvre... C'est ce qui se dit dans une région comme Matam. Dans la réalité quotidienne... Ce qui se passe, Babacar, les acteurs, les populations... Ces conseils des ministres... décalage. Ces conseils des ministres délocalisés. Je sais bien, en tant que journaliste, on en parlait tout à l'heure, ce qui intéresse, c'est davantage des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais ça, on comprend très bien. Mais ce qu'il faut retenir de ces conseils des ministres délocalisés, c'était une modalité nouvelle d'une gouvernance de proximité qui a permis, après la visite des différentes régions, de consigner dans un document les besoins en investissement pour développer les régions. Et ça, c'est une conséquence pratique de la politique d'équité territoriale. C'est ce qui a permis de décentraliser davantage l'exécution du BCI, le budget consolidé d'investissement. Où, quand on arrivait dans une région, il y avait déjà les ressources disponibles et le gap qu'il fallait trouver à partir de projets structurants qui organisent le développement. Maintenant, si la perception est que parce que le président de la République est passé avec son gouvernement, on doit raser gratis, on a tout faux. Il s'est agi d'avoir un cadre de cohérence et un cadre de gouvernance méthodologique qui permet d'organiser davantage les priorités et de décliner à l'échelon local. Et donc, c'est un excellent exercice qui va être repris par le chef de l'État dans une double perspective d'évaluation d'abord de ce qui a été fait et ensuite pour engager de nouvelles initiatives en cohérence avec son projet Liggéeyal Ëllëg qui consigne, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 5 grandes initiatives, les 3 programmes et les 5 accès universels. Souvent, ces tournées sont teintées d'apparence politique. La démarche, elle est souvent politicienne aussi. Difficile de le nier. Peut-être, et si Macky Sall avait en toile de fond une intention de battre encore campagne à travers ces tournées économiques, il battrait campagne pourquoi? Mais il n'est pas dans la perspective de battre campagne. Il est dans la posture de se donner tous les moyens pour réussir les projets de ce quinquennat. Maintenant, on ne peut pas reprocher aux Sénégalais qui accueillent dans leur région, dans leur localité, le président de la République et tout son gouvernement de rester chez eux. Et c'est très bien d'avoir le président de la République dans sa localité. Et vous voulez que les Sénégalais qui ont cette opportunité boudent ce plaisir? Non, ils ne le feront pas. Dans le nord, à Matam, les habitants ont été représentés à Dakar pour la tenue d'une manifestation pour dénoncer un mal-vivre dans le Fouta, le fief naturel, l'un des fiefs naturels de Macky Sall. C'est en prendre en compte, non? Mais bien sûr. Si tout ce que vous avez dit, que vous avez réalisé après les réunions des conseils des ministres décentralisés connaissait un impact dans la vie quotidienne des habitants du Nord. Vous habitez dans la banlieue. Vous habitez Pikine.
Vous avez connu tout le problème que les Sénégalais ont rencontré, tous les problèmes qu'ils ont rencontrés du fait des inondations. On a investi énormément de ressources pour juguler ce phénomène. Aujourd'hui, Médina Gounass, on n'en entend plus parler. C'était l'une des localités dont le nom était le plus prononcé dans l'espace public. Mais il reste encore d'autres problèmes à régler à Pikine. Mais on ne dit jamais et on n'a jamais dit que tout est rose, il n'y a plus de problème au Sénégal. Au contraire, il faut davantage d'efforts pour atteindre l'émergence qui a été définie comme étant notre politique à l'horizon 2035 pour que le Sénégal se développe et devienne un pays émergent. Et chemin faisant, on rencontrera toutes les difficultés liées au mal-vivre, au cadre de vie, à l'assainissement, à la demande d'emploi pour les jeunes, demande de financement pour les femmes. Ce sont les problèmes. Et un gouvernement a pour mission de les identifier, de les prendre en charge et de les résoudre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. La corruption est la mauvaise note de Transparency International pour le Sénégal, 45 points sur 100. Le Forum civil, filiale de Transparency International, a publié ce rapport cette semaine. Commentaire simple. Ce que j'ai lu étant les propos du Forum civil, c'est deux choses essentiellement. La première, c'est que le Sénégal serait un mauvais élève. Et la deuxième, c'est que cet État est lié au manque d'engagement pour poursuivre les politiques de lutte contre la corruption. Je mets ça en opposition à ce que j'ai entendu sur une radio internationale et qui sont les propos de Transparency International, qui évoquent les limites objectives de ce rapport. D'abord, limites qui portent sur deux choses. Ils n'ont pas eu l'opportunité d'interroger tous les pays. Donc on ne peut pas, et ils l'ont dit même en disant que ce ne serait pas très indiqué que la presse titre à la une ce rapport, puisque dans leur démarche, ils reconnaissent le côté imparfait de leur méthode. Ils n'ont pas toutes les données sur tous les pays, première chose. La deuxième chose, c'est que ce rapport ne mesure pas objectivement la corruption. Il mesure la perception que certains acteurs interrogés ont de la corruption. Ça, ce sont les deux réserves données. Mais pour ce qui est objectif, nous sommes dans ce domaine, dans un processus d'amélioration continue. Oui, le cadre réglementaire. Ce qu'il indique, c'est que entre 2011 et aujourd'hui, le Sénégal est passé de la 66e place à la 104e. Le Sénégal est passé de 112e place à la 66e place. C'est ça, les données objectives. Le Sénégal n'est toujours pas la moyenne. La deuxième chose, attendez, Babacar. Quand vous voulez faire des moyennes... Le classement est important, la moyenne. La moyenne également est importante. Alors, la moyenne du Sénégal est de 45 sur 100. Et ça fait trois années de suite qu'on est là-dessus. Mais la moyenne de la région subsaharienne, elle est de 32%, 32 sur 100. Et dans notre espace, un seul pays est au-dessus de la moyenne, c'est le Cap-Vert avec 58. Un autre pays comme la Côte d'Ivoire est à 35. En Afrique, ce sont les petits pays, Cap-Vert, Seychelles, île Maurice, ça peut indiquer quelque chose. Par contre, si on veut rester objectif, je parlais d'un processus d'amélioration continue. Mais il faut me demander quelles sont les étapes de ce processus d'amélioration. Aujourd'hui, du point de vue de la norme et du cadre réglementaire, nous avons fait d'énormes progrès. Je prends un exemple. L'adhésion à la norme ITIE, une norme qui existe depuis 2003. Et le Sénégal n'y a adhéré qu'avec l'arrivée du président Macky Sall. Parce que vous savez, l'ITIE, c'est très contraignant. Vous publiez tout. Le Sénégal y adhère. Et aujourd'hui, le Sénégal fait partie des 3 seuls pays dont l'évaluation a conclu à la situation de pays ayant accompli des progrès satisfaisants. Donc ça, c'est un effort en matière de transparence. En matière de transparence également, nous avons retravaillé le code minier pour renforcer la transparence. Nous avons également eu une évaluation positive du MAEP, qui est la revue africaine par les pairs, en 2017. Et nous nous apprêtons d'ailleurs à passer encore cette évaluation. Elle sera aussi positive.
Beaucoup d'efforts ont été faits en matière de gouvernance et de transparence. Ce qu'on oublie de dire, la transparence, ce n'est pas uniquement une histoire de corruption. C'est une histoire aussi de disponibilité de l'information pour le citoyen. C'est une histoire de redevabilité. C'est une histoire de culture. Et la transparence et la gouvernance, ce n'est pas uniquement et exclusivement des histoires de procès en justice, d'argent à recouvrer. Non, c'est une culture nouvelle qu'il nous faut domestiquer et nous sommes dans un processus positif. Et ce qui le confirme, c'est nos bons classements dans d'autres indices tels que Mo Ibrahim, tels que Doing Business ou l'évaluation des États démocratiques dans le monde où nous sommes dans le top 10 en Afrique. Ce dernier rapport de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption, vous estimez alors que le Forum civil qui représente cette ONG internationale au Sénégal, que le Forum civil a fait une mauvaise interprétation? Mais vous savez, un rapport, vous lui donnez la lecture que vous voulez. Mais moi, je m'en réfère à la source. Et la source, elle appelle à la prudence et à la précaution. Birahim Seck, qui dirige le Forum civil, vous le trouvez comment? Objectif ou anti-Macky Sall, anti-pouvoir? Non, je crois qu'il est dans son rôle. Il est dans son rôle puisqu'il fait partie de la catégorie de ce que j'appelle les nouveaux acteurs qui pensent avoir une légitimité et qui revendiquent de nouveaux rôles. Et ça, ce sont des évolutions de la démocratie. Vous avez évoqué tout à l'heure un concept nouveau, celui de lanceur d'alerte ou d'activiste. Ce sont les concepts nouveaux qui accompagnent et environnent la démocratie, et chacun dans son rôle. Mais je voudrais rappeler quand même que dans notre espace, qui est l'UEMOA, ou la CEDEAO, ou plus globalement notre espace africain, l'émergence de la société civile a correspondu avec une volonté des partenaires au développement de mettre les États sous surveillance. Puisque selon la mise en œuvre des dispositions de Bretton Woods, il est arrivé à un moment où on a voulu un peu mettre les États sous surveillance. On a essayé de changer les acteurs autour de la chose publique en demandant à des acteurs de société civile de jouer un rôle utile de vigilance, une bonne chose, d'alerte. Ah ben oui, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas décrire le pays au-delà de ses réalités. Ce rapport sur la corruption a fait réagir Ousmane Sonko, candidat à la dernière présidentielle, leader de PASTEF. Sa déclaration, Macky Sall parraine de la corruption au Sénégal. Ben vous savez, moi, il y a des choses qui ne m'intéressent pas outre mesure. Parce que quand on est dans l'espace public, je crois qu'il y a une façon d'être présent. C'est d'abord avoir un rapport très clair avec la vérité et ne pas être dans les supputations, les accusations ou les manœuvres. Je suis outré de voir en provenance de ces espaces ce qui me semble régressif et préoccupant en matière de démocratie, ce que j'appelle le trop plein d'ego et le très peu d'idées. C'est de l'intoxication et à la limite, il ne faut pas franchir le Rubicon parce qu'on pourrait inconsciemment ou volontairement tomber dans la catégorie de la haine qui n'a aucune utilité pour l'échange démocratique. Nous voilà dans la partie questions politiques de cette émission. Seydou Gueye, vous êtes ministre conseiller en communication de la présidence de la République et porte-parole de l'APR, le parti fondé par Macky Sall, le président de la République. La fronde de Moustapha Diakhaté à l'APR, il a été exclu de façon expéditive par le conseil de discipline du parti. Pourquoi c'était si rapide? Mais je pense que vous donnez une catégorisation qui n'est pas, à mon sens, la bonne. La décision a été prise après un certain temps. Je pense que le camarade Moustapha Diakhaté, tant qu'il était avec nous, il l'était, a habitué les Sénégalais à une posture qui les a rendus souvent perplexes. Ce qu'ils ont noté, c'est qu'ils ne comprenaient pas comment un homme pouvait-il être membre d'un parti et contre ce parti. Et toutes ces sorties ont eu pour perspective de ternir l'image de ce parti. Quand on appartient à un parti politique, il y a 3 règles essentielles.
La première, c'est d'abord qu'on partage les mêmes orientations avec les membres de ce parti. La deuxième, c'est qu'on est sous l'autorité des décisions et des résolutions de ce parti. Et la troisième, on est sous l'autorité du leader de ce parti, qui lui-même est sous l'autorité d'un congrès. Donc, des mécanismes d'exclusion ou de sanction d'un militant, d'un parti politique, sont pratiquement les mêmes dans toutes les formations politiques. Puisque être dans un parti politique, c'est d'abord une posture. Et cette posture, elle est autour du partage des éléments d'orientation, mais elle est d'abord autour du débat interne. On nous a appris, quand on faisait dans la politique, un leader, on le défend en dehors du parti et on discute à l'intérieur du parti. On a ces cadres. Et pour le camarade dont vous parlez, il connaît l'APR, puisqu'il en était le chargé de l'orientation. Il sait mieux que quiconque que nos statuts ne prévoient pas l'existence d'un courant à l'intérieur de ce parti. Même si on veut être dans la duplicité, il faut bien comprendre que les mouvements qui sont autour de l'APR sont des mouvements qui soutiennent l'action du président de la République. Les mouvements de soutien sont faits pour soutenir l'action du président de la République, mais ce ne sont pas des mouvements internalisés au niveau de l'APR. Donc, à ce niveau-là, c'est clair. Est-ce que vous soupçonnez, au niveau de la direction de l'APR, vous soupçonnez Moustapha Diakhaté d'être parrainé peut-être par d'autres gros pontes de votre formation politique qui ne se manifestent pas peut-être pas encore publiquement? Mais si tel était le cas, moi je serais très déçu. Pour un homme qui a occupé les responsabilités qu'il a eues, qui a eu le parcours qu'il a eu, je pense qu'il a passé l'âge d'être une marionnette. Je pense que ce dont il s'agit, c'est ce que j'appelle un peu les troubles obsessionnels convulsifs. Si vous interrogez l'histoire, par le passé, il a eu ce type d'approche et de démarche, que ce soit avec Tahaou Sorpi ou autre. Mais fondamentalement, on ne peut pas accepter dans un parti qu'il y ait de telles postures, puisque nous, au niveau de l'APR, nous sommes engagés depuis 2008 autour d'un meilleur destin pour le Sénégal. Y a-t-il pas risque de voir d'autres Moustapha Diakhaté à l'APR? Est-ce que tout cela ne découle pas un peu du jeu qualifié de clair-obscur du président Macky Sall sur ses intentions à l'issue de son mandat actuel? Je pense que la question centrale aujourd'hui, on ne peut pas faire de 2024 un enjeu du moment. Pour nous, l'enjeu du moment, c'est tout mettre en œuvre pour réussir ce mandat. Et ça, c'est une ligne du parti. Et à l'occasion d'une des réunions, j'ai eu à faire une communication, une sortie sur cette posture que la ligne du parti était la suivante, et toute personne qui se mettait en dehors de cette ligne était dans une posture fractionniste. Macky Sall et ses collaborateurs à l'APR peuvent-ils empêcher cette guerre de succession qui peut-être arrivera inéluctablement? Est-ce que vous avez moyen d'étouffer ce débat-là au sein de votre parti? Mais à chaque jour suffit sa peine. Celle d'aujourd'hui, c'est de travailler à la réalisation du projet. Celle de demain, elle pourra certainement porter sur ces questions. Mais en tout cas, il n'est d'aucun intérêt pour notre démocratie et la mise en œuvre du projet Macky 535 de faire des pactes sur des successions non encore ouvertes. Moustapha Diakhaté qui conteste son exclusion, qu'il juge illégale et se réclame toujours de l'Alliance pour la République. La décision a été prise. Les gens évoquent les textes de votre parti. Les textes de notre parti, ils disent la chose suivante. Le président est la seule autorité habilitée à prononcer ce type de décision. Et le président a donné une instruction. Et la commission a siégé et pris sa décision et a signé pour ordre. C'est Macky Sall qui a demandé l'exclusion de Moustapha Diakhaté. Il a donné l'instruction à la commission. Parce qu'il faut assumer les choses. De toute façon, il est clair
Ou bien on est dans un parti et on ne peut pas être contre ce parti. Quand on a décidé d'être contre ce parti, il faut aller face à ce parti. Ça, c'est de la cohérence. Vous le disiez tout à l'heure, les Sénégalais se posaient la question, qui Fumbok? Et moi, j'estime que par rapport à l'évolution, il y a une dynamique, ce que j'appelle les Facebookies, là, qui passent leur temps sur Facebook avec le courage du clavier pour faire d'autres choses. La politique, c'est une réalité de terrain et c'est un rapport de force. Aujourd'hui, l'APR est plus que debout et constitue un vrai bouclier démocratique. Et l'APR prend en charge ces questions, guidées uniquement et exclusivement par l'intérêt et la cause du peuple sénégalais. Donc les questions personnelles ne peuvent pas avoir prise sur notre action, puisque celle-ci est à destination des Sénégalais dont nous avons une préoccupation, pour lesquels nous avons une préoccupation centrale, améliorer leur bien-être. Toutes ces questions-là ne vont pas impacter la vie de nos concitoyens. Ça n'aura aucun impact sur la vie de nos concitoyens. Ce qui est utile en démocratie, c'est de contribuer à faire avancer les choses et non pas se mettre dans des postures régressives et préoccupantes, puisque l'histoire ne repasse pas les plats. Ce débat, en tout cas, a intéressé nos auditeurs qui ont réagi à l'annonce de cette émission sur Facebook. Ce cas Moustapha Diakhaté. Merci d'être passé, Seydou Gueye. Merci beaucoup, Babacar. L'espace public agité aussi par une autre question. On répond en 30 secondes. Une proposition d'Amnesty International Sénégal via son directeur exécutif, Seydi Gassama. La légalisation pour lui nécessaire de la commercialisation et de la consommation du chanvre indien. Nous sommes une société africaine. Notre pays s'appelle le Sénégal. Nous avons nos réalités. Et je pense que le Sénégal ne peut pas être la mule pour porter toutes les causes au regard d'un agenda international ou de préoccupations de sociétés qui sont différentes des nôtres. Nous travaillons à lutter contre le trafic. Nous travaillons à lutter contre la consommation de drogue. Nous ne sommes pas une société permissive et nous ne cherchons pas à être bien perçus par certains bien-pensants de sociétés que je m'interdirais de qualifier au regard du respect qui est dû à leur population. Merci. Vous êtes ministre conseiller en communication de la présidence de la République, Seydou Gueye. Merci par ailleurs, porte-parole de l'APR, l'Alliance pour la République. Merci à Justine qui était à la régie. C'était le grand jury. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de semaine et restez avec nous. Barthélémy Ngom, il arrive pour le journal de midi. Vous m'avez pris au collège, je n'ai même pas eu le temps de saluer vos auditeurs, mais je leur dis respectueusement bonjour et au revoir. Et notre clin d'œil aussi, le vôtre sans doute, à toute la communauté omarienne qui célèbre la 40e édition de la Ziara de Thierno Mountaga Tall et Thierno Seydou Nourou Tall. Tous nos respects à la famille Tall et particulièrement à Thierno Madani qui est un concitoyen de la Médina que je salue beaucoup avec respect et déférence.